plus de chance, même si c'est à 19 heures, d'avoir avec nous comme invité Patrick Weber, que je remercie d'autant plus que le fait de l'inviter à l'occasion d'une série de bandes dessinées et à l'occasion de la parution de la revue Belgica m'a permis de me replonger et dans sa bibliographie et dans mes archives personnelles. Et j'ai retrouvé une interview que j'avais faite de Patrick Weber en 2015. Et je vais vous lire quelques lignes de l'introduction que j'avais écrite à l'époque pour annoncer cette interview. Et je pense que c'est une entrée en matière que l'on pourrait prétendre avoir écrit aujourd'hui, 25 février 2022, au moment où Vladimir Poutine envahit l'Ukraine. Et à l'époque, c'était à l'ouverture du Salon du Livre d'Histoire au Coudenberg, le 15 novembre 2015. Voilà comment je commençais cette intervention qui servira de présentation à Patrick Weber. Nous vivons une époque paradoxale. De partout dans le monde nous proviennent des informations instantanées, livrées sur l'infini de la toile à laquelle nous sommes tous reliés. Hélas, nous nous trouvons de plus en plus dépourvus de l'alphabet et de la grammaire qui nous permettraient de déchiffrer ces millions d'images et de mots qui nous parviennent. Nous sommes tout autant privés de l'instrument de compréhension qui nous permettrait de mettre dans leur contexte les événements qui nous arrivent bruts de décoffrage. Parmi ces instruments figure en bonne place ce que les anglophones désignent par media literacy et que l'on pourrait traduire par alphabétisation aux médias, c'est-à-dire la mise à disposition des outils de déchiffrement des informations qui nous parviennent par l'Internet pour ceux, en tout cas, qui paraissent dépourvus des filtres que sont les journalistes, les éditeurs ou les rédacteurs en chef de la presse traditionnelle. L'autre instrument idéal de compréhension du monde est l'histoire. Comment comprendre sans les restituer dans leur contexte historique, sans les disposer sur une ligne du temps, les événements dont nous voyons les images partielles, violentes et finalement incompréhensibles. À l'époque 2015, la montée des radicalismes, l'intégrisme, Daesh, l'annexion de la Crimée, la question turque, kurde, l'arrivée massive de réfugiés, la fragilité de l'Europe, l'émergence d'un libéralisme forcené. On pourrait citer 1000 exemples de ce qui nous est donné par le biais des réseaux sociaux, pour ne citer que cela. Alors, ma première question et interrogation est de me tourner vers Patrick Weber, qui est un parfait exemple d'un diffuseur de cet instrument de compréhension du monde. Et première question, à travers la bande dessinée, à travers une revue littéraire, mais aussi à travers des romans, vous en verrez plusieurs là, quelle est la manière dont Patrick Weber, vous percevez l'utilité de raconter l'histoire, je dirais presque par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire par le fait de raconter des histoires autour de l'histoire. On est jusqu'à minuit là. Après, on entrera dans le détail. C'est ça. Alors, donc, c'est vrai, moi j'ai une formation à la base d'historien de l'art et d'archéologue. Ça, c'est vraiment ma formation universitaire. Mais j'avais déjà commencé à travailler comme journaliste. Parce que vous savez que le journalisme n'est pas une profession protégée chez nous, en ce sens qu'on peut très bien devenir journaliste en exerçant son métier de journaliste. Et donc, c'est ce que j'ai fait très jeune, parce que je crois que j'ai fait mes premiers petits journaux, je devais avoir 10-12 ans. En fait, je me suis jamais posé la question de savoir ce que j'allais faire plus tard, parce qu'en fait, c'est un mot que je trouve un très beau mot, même s'il est un peu galvaudé, c'est une vocation. J'ai toujours su que je voulais faire ça. Et puis, j'ai eu la chance de faire ces études, parce que mes parents avaient eu la bonne idée, surtout ma mère d'ailleurs, de me faire des études sérieuses, parce que le journalisme, c'était pas sérieux, et alors de me faire mon droit, que j'ai détesté à un point c'est vraiment pour moi un rejet total. J'ai vraiment beaucoup de problèmes avec toutes ces notions-là. Et du coup, bah, j'ai raté. Enfin, je ne présentais pas mes examens, donc j'ai assez peu de chances de réussir. Et en fait, là, j'ai vraiment commencé à travailler comme journaliste. Et puis, j'ai fait mes études d'histoire de l'art. Et que j'ai adoré, vraiment. C'est, je crois, la plus belle période de ma vie. Et en fait, la seule chose pour répondre à ta question, je prends un petit sentier détourné pour y arriver. La question n'a pas d'importance, c'est la réponse. Non, mais justement, parce que c'est vrai que quand je vois ceux et celles qui ont fait ces études avec moi, en sortant, comme j'étais plutôt bon étudiant, j'étais assistant et tout ça, tout le monde s'attendait à ce que je suive une carrière universitaire, en fait, que je devienne prof, que j'écrive justement dans des revues universitaires. Mais j'étais journaliste, donc je travaillais pour des médias grand public à l'époque.
Bon, je travaillais pour Le Vif, je me rappelle, puis j'ai commencé à travailler pour Le Soir après, enfin bref. Et donc je me suis dit, je vais faire ce métier de journalisme et ce qui me plaît, ce qui me fait vibrer, c'est-à-dire l'histoire de l'art, oui, la monarchie aussi, on en parlera probablement. Enfin, des choses qui m'intéressaient, je me dis, ça va rester dans le registre du hobby, de la passion, et puis je fais mon métier de journaliste à côté. Et au début, d'ailleurs, dans mes premières années, les 10 premières années de ma carrière, entre guillemets, je déteste ce mot, mais enfin bon, mais je ne parlais pas de tout ça, j'ai même fait du journalisme économique, oulala. J'ai fait vraiment des choses très différentes, et puis, après une dizaine d'années comme ça, je me suis dit, je vais essayer de réunir les deux, c'est-à-dire de continuer mon boulot de journaliste. Et puis, j'ai écrit mon premier livre, donc c'était un roman, justement, sur l'histoire de l'art, Les Vierges de Bruges, et sur l'œuvre de Memling et sur la Renaissance flamande. Et en fait, à partir de là, je me suis dit, tiens, je vais essayer de jeter des ponts entre les deux, entre mon boulot, celui qui me fait manger, qui me fait vivre, et puis ma passion. Alors, ça n'a pas toujours été simple. En plus, vu mon âge, à l'époque, par exemple, tout cet aspect un peu qu'on appelle le Royalty Watcher, c'est-à-dire observateur de ce qui se passe au niveau royal et compagnie. À l'époque, c'était encore le règne du roi Baudouin, et en fait, tout le monde, j'ai parlé franchement, tout le monde s'en fichait un peu. Parce qu'en fait, il y avait le roi, la reine, il y avait Baudouin et Fabiola, mais ils étaient un peu intouchables, comme ça, et il n'y avait pas tellement d'histoire autour de la famille. Alors, certains diront peut-être mieux, j'en sais rien, mais il y avait pas, ça a tout a basculé avec la mort du roi Baudouin et l'arrivée d'Albert II. À l'époque, RTL a lancé Place Royale. Bon, moi, j'y étais pas à l'époque, mais les magazines ont commencé, les journaux ont commencé à s'y intéresser, peut-être trop. Et c'est vrai qu'on a commencé à faire appel à moi pour ce genre de choses, mais petit à petit, c'est même pas moi qui ai été demandeur, c'est plutôt les médias qui sont venus. Et à partir de là, je me suis dit, même si tout ça paraît un petit peu partir dans tous les sens, puisqu'il y a des livres, il y a des bandes dessinées, il y a la télé, la radio, que sais-je. Mais en fait, la ligne directrice de ça, c'est raconter des histoires en partant de l'histoire, en essayant de ne pas trahir l'histoire, ça j'essayais vraiment de le faire, mais j'assume vraiment le fait de vulgariser les choses. C'est-à-dire que j'ai vraiment envie de m'adresser à un plus large public, et vraiment, je trouve que, et moi, quand il y a des gens qui arrivent et qui me disent ah ben j'ai découvert ça grâce à vous, vous m'avez donné envie d'aller plus loin, moi je suis vraiment, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que ça en fait. Ou ça peut être une conférence, ça peut être une émission, ça peut être un livre, en fait, peu importe le médium, en fait, puisque c'est le médium qui change. Et si les choses sont différentes, si les médias sont différents, c'est aussi, par exemple, les livres, je les écris en été, quand je me retire un petit peu je vis partiellement en Italie et j'ai une grande passion pour l'Italie. Et bon, là, je me retire et j'écris pendant l'été. Alors, je travaille. J'ai toujours travaillé toute ma vie, j'ai jamais pris un jour de congé. Je suis un peu fou, hein, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Mais parce que j'ai pas un jour. Parce que écrire, enfin, je sais pas pour toi, mais je trouve que voilà, oui, il y a l'article qu'il faut rentrer, il y a l'émission qu'il faut préparer, ça c'est différent. Mais quand on commence à écrire un livre, surtout quand on sait bien qu'on ne vit pas de sa plume, il faut être honnête aussi, hein, donc c'est plutôt du plaisir qu'autre chose. Ben, alors c'est vraiment pour moi une façon de m'évader, et puis j'espère que ça permet aussi au lecteur de s'évader. Alors, on va passer en revue quelques-unes des formes de littérature et d'écriture que tu utilises pour vulgariser, que vous utilisez en interview. Que vous utilisez. Vous me tutoyez tout et disons, alors moi j'ai identifié, donc il y a des romans, il y a des romans policiers historiques, La Vierge de Bruges dont on vient de parler sur l'époque de Memling et autour de ce tableau. Ça consiste d'une certaine manière à inventer une histoire à partir de quelque chose qui est une énigme. Ce serait peut-être une première manière d'inventer une manière de parler de l'histoire, la vraie histoire, c'est-à-dire de la peinture au XVe siècle, comment fonctionne un atelier, et donc d'entrer finalement, grâce à l'invention romanesque, mais surtout à la formulation romanesque, d'entrer dans le quotidien. C'est vraiment inventer la machine à remonter dans le temps. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne chez l'écrivain Patrick Weber, lorsqu'il choisit Memling, ou lorsqu'il choisit un autre sujet? Ici, c'est 1938, Les Noces assassines, c'est une tentative fictive d'attentat.
autour d'une visite réelle de Hitler en Italie, qui rendait visite à Mussolini. Et elle n'est pas tout à fait fictive d'ailleurs. Enfin, elle est fictive, mais l'archéologue en fait qui accompagnait Hitler lors de la visite en Italie, en fait, il était, c'est Bagnelli qui était en fait un excellent archéologue. C'était le plus grand archéologue de son temps, et du coup, en fait, sous un régime totalitaire, c'est terrible. Enfin, moi, je me suis dit comment j'aurais réagi si j'avais été à sa place à cette époque-là. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été fasciste, mais en même temps, il vit dans le ventennio, c'est-à-dire ces fameuses 20 années d'Italie fasciste. Il est archéologue. Ce qui est paradoxal aussi, c'est que Mussolini est tellement obsédé par la grandeur de l'Empire et de l'histoire italienne que, pour ceux qui connaissent Rome, et celles qui connaissent Rome, en fait, la Rome qu'on connaît aujourd'hui, c'est la Rome de Mussolini, parce que il a détruit plein de choses pour ouvrir des chantiers, pour révéler en fait les fouilles antiques et pour exalter la grandeur romaine. Il a détruit plein d'édifices du Moyen-Âge, de la Renaissance, des couvents, des églises. Alors, vous allez me dire, il y en a déjà beaucoup, mais il y en avait encore beaucoup plus à l'époque. Et Bagnelli, il a été sollicité par Mussolini, alors qu'il n'était pas fasciste, parce que c'était le meilleur archéologue. On lui a quand même demandé de mettre un uniforme fasciste. Il a mis un truc un peu râpé, comme ça, qu'il a trouvé, style deuxième, troisième main, uniquement pour se moquer de lui. Après, donc, il a fait cette visite. Alors, c'est drôle, cette visite, parce qu'il l'a raconté dans un petit bouquin après. Et en fait, il y avait d'un côté Mussolini qui n'avait rien à faire. Lui, il regardait, s'il avait eu un portable, aujourd'hui, je crois qu'il aurait passé son temps sur son téléphone. Hitler, de son côté, qui n'arrêtait pas de dire des imbécilités, mais tous les Allemands qui étaient derrière, qui n'arrêtaient pas de dire « Ah, notre Führer, c'est un grand artiste, c'est un grand historien, il sait tout et tout ». Ils étaient tous en train de faire des ronds de jambes, et ils se retrouvent à la Villa Borghese, ils regardent les plus belles œuvres de la Villa Borghese, et lui, Bagnelli, il a ces deux nigauds derrière lui, mais qui sont quand même les deux dictateurs, je ne parle pas de Staline, mais les plus importants, les plus puissants de son époque. Et après la guerre, il a dit, en fait, personne ne m'avait rien demandé. J'aurais mis un flingue dans ma poche, personne ne m'a compris. J'aurais changé l'histoire du monde si j'avais été un peu courageux à ce moment-là. Et par la suite, après, il est devenu communiste, il a été député, il a vraiment une vie très, très romanesque. Mais bon, forcément, c'est ce que tu dis, sur base d'une réalité historique, la fiction peut s'introduire là et faire changer les choses. Enfin, changer les choses. En tout cas, peut-être la vision des choses. Et d'où ça vient cette histoire? En fait, je ne sais pas pour toi, mais moi, quand j'étais enfant, je lisais des Alix, je lisais des Tintins, puis les Trois Mousquetaires. Et puis, c'est comique parce que j'entends souvent aujourd'hui les gens dire, mais l'histoire, ça c'est une de mes grandes luttes. On est dans une bibliothèque et l'école à côté, j'y ai fait mes études. Donc, je veux dire, ça m'énerve quand j'entends les jeunes n'aiment pas l'histoire. C'est faux, en fait. Parce qu'il n'y a jamais eu autant d'histoires. Je veux dire, dans les séries sur Netflix, il y a des séries historiques. Dans les jeux vidéo, il y a des reconstitutions d'histoire tout le temps. Je veux dire, ils aiment bien l'histoire si on la présente bien. Et je crois que, bon, c'est une question de génération. Mais dire qu'ils ne l'aiment pas, je pense que c'est un crime de supprimer l'histoire des programmes scolaires. Ça, c'est évident. Mais l'histoire, aujourd'hui, elle est compliquée, ça devient un instrument politique, on l'écrit, on la réécrit, on l'utilise comme on veut le faire, mais on devrait quand même avoir le courage de regarder l'histoire en face, avec ses bons et ses mauvais aspects, en discuter, en débattre. C'est ça veut dire, heureusement, on est en démocratie ici, et on peut le faire. Et voilà, moi, quand j'étais gamin, je pense que c'est vraiment à la lecture de le mystère de la Grande Pyramide, de Black et Mortimer, que c'est, les Scarabées du Pharaon, les premiers Alix et tout ça. Du coup, je me suis dit, un jour, je ferai ça, quoi. Quand j'ai scénarisé quelques Alix, c'est pas la chose la plus simple, mais j'étais content. Est-ce qu'il faut d'ailleurs passer du rêve à la réalité? Ça se Alors, enfin, encore une question sur l'écriture romanesque à partir d'événements historiques dont on raconte à travers des personnages romanesques, des protagonistes qu'on invente. J'avais eu la chance d'interviewer Ken Follett sur la manière dont il fonctionnait. C'est vraiment, j'aime bien faire des interviews où je demande aux écrivains comment ils font, comment ils fabriquent. Quoi, Et donc, peut-être que pour le roman que tu as écrit autour de Memling et de La Vierge de Bruges, peut-être que tu pourrais nous dire en quelques mots, d'une part, pourquoi tu as choisi justement ce sujet-là, et puis comment tu as organisé la documentation, comment tu organises ton travail pour faire de toute la masse d'informations que tu as un magnifique livre paru au Masque qui se lit comme un roman policier, je veux dire vraiment. Alors comment se fait l'alchimie? J'aime bien cette question parce qu'en fait, tout ce que j'ai toujours écrit est toujours d'abord né d'une émotion ou d'un voyage. Donc,
avant le Covid, et j'espère que ça sera bientôt de nouveau le cas, dès que j'ai pu, moi je voyage tout le temps en fait, et je travaille en même temps, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne suis pas en train de raconter des cracks comme on dit à Bruxelles, je veux dire, j'ai mon carnet, j'écris, je prends des notes, et parfois, c'est fou d'un voyage, mais là par exemple j'ai un roman graphique qui va apparaître le mois prochain sur la Bretagne, parce que tout un temps j'étais beaucoup faire les îles bretonnes, et j'ai pris des notes en me disant, peut-être qu'un jour ça deviendra quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Ça, je ne pensais pas en faire un roman graphique. Vous savez, un roman graphique, c'est une BD avec beaucoup de pages. Ça aurait pu devenir un roman, ça aurait pu devenir, je ne sais pas moi, une émission, que sais-je, un podcast. C'est devenu ça. Ben, par exemple, pour Memling, c'est bêtement une émotion esthétique devant ce tableau, en fait. Vraiment, c'est pas plus compliqué que ça. Et c'était... Et puis, il se fait que ce tableau, c'est le portrait de Sybil Sambetta. Enfin, encore, on ne sait pas. Donc, en histoire de l'art, vous avez beaucoup de mystères. Il y a d'ailleurs, je suis en train d'écouter une série de podcasts sur les mystères des œuvres du Louvre qui est passionnante. J'écris ça le soir quand je rentre de l'émission. Et c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, par exemple, ben, la couverture, je ne sais pas, le bouquin n'est pas là. Si, je l'ai rangé, je les ai tous pris. Ah non, c'est parce que, par exemple, la couverture du... Je vous fais travailler, désolé. La couverture, merci. La couverture du livre, en fait... Et tout le monde connaît le tableau, en fait. Ah, ce visage-là, tout le monde le connaît. Hein. Voilà, merci. En fait, c'est cette couverture qu'on présente comme étant généralement le portrait de Sybil Sambetta de Memling. En fait, on ne sait pas du tout qui c'est. Parce que vous savez qu'en histoire de l'art, au Moyen-Âge bien sûr, mais ça s'est poursuivi à la Renaissance, il y avait une grande tradition des polyptyques, c'est-à-dire des retables chez nous, enfin, pas que chez nous, mais vraiment, c'est vraiment une... En Flandre, ça a été, au sens large, hein, la Flandre, il faut toujours faire attention à ce qu'on dit, c'était vraiment quelque chose de très réputé et de très reconnu. Ce qui veut dire que dans l'histoire de l'art, par la suite, eh bien, en fait, ça c'est une question de business, c'est une question d'argent et d'affaires. Si vous prenez un polyptyque, un retable, il vaut X argent. Mais si vous le découpez en rondelles, il va valoir beaucoup plus, parce que il y a plein de tableaux, donc vous allez découper en plein de tableaux qui vont devenir autant de possibilités de se faire de l'argent. Donc c'est pour ça que les retables conservés dans les églises sont souvent arrivés, heureusement, jusqu'à nous dans leur globalité. Sinon, ceux qui voyagent sur le marché de l'art ont malheureusement souvent été dépiotés et souvent on a perdu. Là, on ne sait absolument pas de quel retable cette œuvre provient. On en a un fragment splendide, c'est une donatrice, probablement l'épouse du donateur, comme il y a souvent en fait les donateurs pour les retables. Vous avez l'œuvre qui est principale, enfin la représentation, ça peut être une descente de croix, une dormition, que sais-je. Et des deux côtés, il y a généralement les donateurs qui se font représenter, généralement en prière, et bon, c'est une façon pour eux aussi d'avoir un accès prioritaire pour le paradis, hein, parce que forcément ça leur a coûté cher, et en même temps, ils ont fait travailler un grand artiste. Et à partir de là, ben, du coup, tu peux inventer qui elle était, cette brave dame. Et du coup, j'ai inventé sa vie. Alors là, parce que je ne connaissais pas cette couverture. Donc je découvre, je vais vous spéter, mais c'est plus mon éditeur, mais je peux quand même encore vous spéter. Donc il y a des rééditions que je ne connais même pas. Une édition pirate avec une couverture énigmatique sur une personne énigmatique. Oui, c'est vrai. Mais donc là, on a l'origine, c'est l'émotion, hein, donc ce que tu viens de dire, ce que vous venez de dire, l'émotion sur qu'inspire un tableau, par exemple, dans ce cas-ci. Et puis il y a son potentiel d'énigme, son potentiel policier, de thriller, je dirais. Et puis alors, comment se passe l'organisation alors de la documentation? C'est quand même une énigme. Tu as dit énigme, il ne faut pas, si maintenant vous avez envie de le lire. Je suis plus Agatha Christie que Chandler. Oui, tout à fait. J'avais une maman anglaise, moi, il m'en est resté quelque chose de roman énigme avec les résolutions, les tiroirs qu'on ouvre, qu'on devrait fermer. C'est plutôt ça. Oui, voilà, tout à fait. Le reste, j'aime bien en tant que spectateur, mais je serais bien incapable de le faire. Mais donc, énigme, alors comment est-ce que tu reconstitues par l'écriture l'environnement de cet atelier, l'environnement du travail de Memling, tout ce qu'on apprend sur la création artistique dans ce siècle-là? Est-ce que là, c'est un background dont tu as besoin, que tu as besoin d'avoir pour pouvoir ensuite écrire l'histoire? Ça dépend vraiment des livres. Là, en l'occurrence, c'est quand même ma formation, j'ai beaucoup étudié ça, donc j'étais en terrain de connaissance
parce que il y avait encore le savoir entre guillemets universitaire qui était toujours là. Et puis j'achète. Je suis un grand acheteur de livres en fait. C'est compulsif. C'est un truc. Je peux pas m'empêcher et j'ai pas le temps de tous les lire, mais je me dis. Un jour ou l'autre. Voilà, c'est ça. Il y a un mot japonais pour désigner la pile de livres à lire qu'on ne lira jamais. C'est vrai, c'est vrai. J'ai oublié le mot japonais, mais il y a un mot japonais qui ne désigne que ça. La pile de livres à lire. Plus tard, la semaine passée encore, j'ai traîné une valise de Paris en rentrant parce que j'avais une collection que j'adore, c'est l'Univers des formes. C'est Malraux qui avait créé cette collection splendide qui a longtemps été la référence. Moi, quand je fais mes études, c'était la référence. Et aujourd'hui, ces livres sont démodés, malheureusement. Et j'étais dans une librairie, ils les soldaient. Dans le temps, ça coûtait une fortune. Maintenant, c'était à 25 € le volume. Donc, du coup, j'en ai acheté 5, mais c'est lourd. Et en fait, je traînais ma valise en rentrant. Je dis, tôt ou tard, ça servira. Donc, je ne sais pas où les ranger, mais bon, on verra bien. Mais donc, à travers les livres, à travers les visites, mais j'ai une grande admiration pour Hergé, pour plein de raisons. Même si le personnage est ambigu, mais c'est ce qui le rend intéressant aussi. Mais Hergé, je trouve incroyable, moi, le fait d'avoir fait voyager des générations et des générations de lecteurs sans jamais avoir voyagé lui-même. C'est un voyageur immobile. Il est allé au musée du Cinquantenaire, il est allé... Et comme ça, avec ces quelques bribes-là, il a reconstitué tout un univers. Moi, je sais pas pour vous, moi, quand j'étais gamin, j'avais l'impression d'être en Égypte, en Inde. Je fais des voyages extraordinaires grâce à lui, alors que lui, il bougeait pas de chez lui. Donc, c'est quand même assez surprenant. Moi, je suis pas Hergé, moi j'aime bien être sur place. Je suis allé faire mes bouquins au Tibet, au Japon, en Égypte. Oui, j'ai toujours voyagé pour ça, c'est une bonne excuse. Oui. Jules Verne non plus ne voyageait pas. C'est vrai. Jules Verne est resté aussi comme si... Et c'est pas une question d'époque, hein, parce qu'on parle de nos peintres là, mais Van Eyck et compagnie, ils ont voyagé. Il y a un roman que j'ai pas encore écrit, un jour j'espère pouvoir l'écrire sur Rubens, qui était un grand peintre certes, mais aussi un grand homme d'affaires, et qui était un diplomate. Parce qu'en plus, ces peintres, ils pouvaient rencontrer les personnalités les plus importantes de leur époque, ils parlaient souvent plusieurs langues, et Rubens, il a fait de la diplomatie, parfois même beaucoup plus que de là. Hein, et il allait un coup en Espagne, un coup à Mantoue, il allait voir la reine de France, Marie Médicis. Oui, c'est... Jean Divot a déjà écrit un roman qui raconte cet aspect. Ah, il a déjà fait le bouquin. Non, avant que tu ne te lances. Je biffe. Non, mais lis-le avant, parce que c'est un roman. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui. On a pile à lire et il raconte exactement ça, sous forme romanesque aussi, avec tout ça. Bon, alors, donc là, ce sont les romans. Il y a bien sûr les livres documentaires, je dirais, sur l'histoire, histoire de l'art et des styles, histoire de l'architecture. Il y a une série de livres qui sont purement des livres d'historiens sur lesquels on ne va pas s'attarder ici, sauf si... Non, sauf que c'est mon best-seller, figure-toi. C'est celui que je vends le plus et tous les ans. Alors malheureusement, je ne fais pas fortune car il est chez Librio et que c'est des livres à 3 €. Oui. Mais néanmoins, je suis très fier de ce bouquin parce que quand j'ai fini mes études, j'avais une copine qui était éditrice et toujours comme ça, avec qui j'ai travaillé sur ce bouquin-là, qui est parti après chez Librio. Et elle me dit, t'as pas envie de faire un livre pour nous? Et bon, c'était très technique et scolaire. Et puis, je me dis, en fait, faire une petite histoire de l'art accessible et maniable, j'ai pas eu ça quand j'ai fait mes études, j'aimerais bien la faire. Et donc, ça a été un travail de dingue parce qu'en fait, il faut dégrossir, boum, 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 pour arriver à la synthèse. Et en fait, ça fait 20 ans que c'est prescrit dans toutes les écoles en France. Donc, il y a plein d'étudiants qui sont passés par ce bouquin. J'en suis content. Mais je ne les ai pas pris, moi je les ai dans ma bibliothèque et de temps en temps. Oui, parfois ça. Mais moi-même, les petits librios. En plus, quand je donne des conférences, je donne des cours avec le Club de l'Histoire. Je donne souvent. Je viens de terminer un cycle sur l'histoire de l'architecture. J'avoue que je l'ai ressorti pour mon propre livre, pour un peu me rafraîchir la mémoire. Et alors, dans cette même collection, tu as un compagnon de prestige, mais qui lui a écrit une histoire de la littérature française, qui est Jean d'Ormesson. Ah oui. Chez Librio, il y a un Jean d'Ormesson, histoire de la littérature française. Mais c'est une chouette collection, vraiment... en fait. Pas toujours bien mise en évidence chez les libraires, parce que comme c'est pas des livres très chers, ils préfèrent mettre des livres un peu plus luxueux, mais c'est une collection qui, je trouve, s'adresse à un public une fois de plus très large et jeune aussi. Ouais. Alors il y a dans ta bibliographie une autre source, disons, qui est la royauté, donc qui est qu'est-ce que tu vas dire le royaume de Belgique. Et alors là, je vais reprendre c'est une deuxième interview que j'avais faite sur le livre Vive les rois, que je n'ai pas vu là, sur le livre J'ai la thèse. Vive le roi, Vive les rois, pardon, Vive les rois.
Et là, j'écrivais, dans son dernier livre, Patrick Weber clame son attachement à la monarchie, persiste et signe, mais il est journaliste et il sait communiquer. Nous sommes loin du simplisme des magazines faits sur mesure. Patrick Weber ne néglige ni l'humour, ni la critique. Aussi, être royaliste pour lui devient paradoxalement assez révolutionnaire. Et je trouve que ça définit bien ta manière d'aborder de manière, je dirais presque décontractée, ce qu'est la royauté, ce qu'elle peut apporter, mais aussi en ayant cette vision critique du journaliste de se dire, bon, il y a quand même, tout n'est pas lisse. J'ai fait un spectacle juste avant le Covid qui était interrompu avec le Covid. Je l'ai joué royalement, c'est le cas de le dire, 5 fois, et puis le Covid est arrivé. Et j'avoue que le ressort, c'est un peu... C'est lourd un spectacle en fait. Enfin, c'est très chouette, mais j'avoue quand j'ai terminé l'émission le soir, encore aller sur scène et où je raconte, c'est un peu fatigant. Enfin, bref, et je l'ai dit. Donc, mais honnêtement, j'essaie de raconter ça parce que quand j'étais gamin, il y avait des... Moi j'appelle ça des passeurs d'histoire. Ils étaient plus ou moins historiens, mais en même temps, ils avaient quand même la façon de le raconter. Enfin, honnêtement, Stéphane Bern, que je connais depuis longtemps, il fait la même chose. Il n'est pas historien, il n'a pas fait les études. C'est un bon passeur d'histoire. Et à l'époque, c'était quelqu'un pour lequel j'ai une admiration vraiment très grande, qui est Alain Decaux. Il y avait aussi André Castelot, bon, qui est parfois un peu moins fiable, mais que je trouvais le faisait bien aussi. Et alors, dans un autre genre au niveau royal, il y avait, je me rappelle, j'étais petit, le mariage de Diana et Charles, et c'était Léon Zitrone qui commentait. Honnêtement, à l'époque, je trouvais ça formidable. Et je me dis, un jour, je ferai la même chose. J'ai revu, quand j'ai préparé le spectacle, ces commentaires. Je pense qu'il aurait pu commenter une course à Vincennes où le mariage était la même chose. En fait, il alignait les bêtises les unes derrière les autres. Mais c'était vraiment stupéfiant, sans blague, hein. Mais il le faisait bien. Donc la façon dont il le communiquait, et il faisait parler les images. Alors moi, depuis lors, je l'ai fait beaucoup, des enterrements, c'est pas drôle, mais des mariages aussi. Il faut savoir qu'en télévision, c'est quelque chose de rare aujourd'hui, le direct. Moi, j'aime bien le direct, c'est pour ça que je fais de la radio. Franchement, enfin, je trouve ça assez irremplaçable. C'est ce qu'on fait maintenant, on fait du direct. Et en télé, bon, j'aime bien la télé, mais première prise, deuxième prise, troisième prise, un coup le profil gauche, le corps... Et c'est comme ça qu'on fait des belles émissions, je le sais, mais moi, j'avoue que recommencer mon texte 4 fois, ça... En plus, il y a un truc que je sais faire, c'est tenir mon texte. Donc, ça m'ennuie, pour ne pas dire autre chose parfois. Mais en même temps... Il s'est rendu compte que c'est important quand on fait du direct, du coup. Aujourd'hui, le direct en télé, c'est ce qu'on est en train de vivre en info continue. Ce sont les grands événements sportifs aussi. Et alors, les grandes catastrophes ou les grandes cérémonies. Ça, c'est des moments où on peut dire, tiens, voilà, on prend l'antenne et on reste pendant 4 heures en direct et on raconte les choses. Et s'il y a une chose que j'ai apprise, entre guillemets, de Léon, que je n'ai jamais connu, c'est de faire parler les images. Parfois un peu trop, d'ailleurs, lui, il le faisait vraiment beaucoup. Une expression du visage, vous savez, on a tous à un moment, je sais pas quoi, un sourire où on fait un peu la tête, et on peut plaquer 1001 sentiments là-dessus, quoi. Et lui, il le faisait vraiment beaucoup. Mais tous ces passeurs d'histoire, et surtout quelqu'un comme Decaux, ce qu'on a là ici, c'était le décor de Decaux raconte à la télé. Les choses ont bien changé, mais il y avait une bouteille, un verre d'eau, quelques notes, et il racontait face caméra comme ça, et il tenait les gens en haleine avec des espèces de diapositives qui passaient derrière lui. Bon, l'époque était là, bien sûr, mais c'était passionnant, quoi. Et je trouve aussi, j'ai revu récemment Les Rois Maudits, la vieille version. D'abord, c'est tellement bien joué, et les décors, vous savez, c'est des draps qui pendent du plafond, et des choses. Puis après, quand José Dayan a fait le remake, mais c'était insupportablement mauvais, en fait, simplement parce que les acteurs n'étaient pas bons, et que, je trouve, le texte n'était pas bien servi. En fait, je crois qu'on en... Enfin, j'ai l'impression qu'on en revient un peu, justement, à des choses plus simples, et pas toujours des effets spéciaux et des choses qui font tourner la tête et qui ne servent franchement pas à grand-chose. Il y avait un autre homme de télévision et de radio aussi qui faisait des éloges funèbres ou qui faisait des commentaires sur des événements royaux, c'était Theo Fleischmann, notamment qui avait, mais alors là on est mais là c'est plus dans le direct. Il y a de l'emphase aussi. Il y a de l'emphase, le texte est écrit avant et c'est les funérailles, les obsèques d'Albert Ier par exemple, où on est avec là on est au théâtre, ou les obsèques d'Astrid. Qu'il a fait aussi. Ça ne passerait plus aujourd'hui. Et ça ne passerait plus. Ça devient comme un spectacle de théâtre français du 19e siècle. Mais c'est vrai que, en fait... Mais le texte est très beau.
on pourrait plus l'entendre dire de cette manière-là. Par contre, le texte est très beau. Le texte d'Astrid, des funérailles d'Astrid, est très très bien écrit. Mais comme on était ensemble, je peux tout vous dire, hein, vous ne direz pas le répéter, mais c'est vrai que quand moi j'ai quitté l'RTBF pour aller à RTL et pour revenir à l'RTBF. Donc on m'appelle le boomerang parce que je ne toujours pas revenir. Mais honnêtement, quand ils sont venus, RTL, j'y suis allé parce que j'étais dans l'avion, je rentrais du Congo avec le roi Albert. On avait été pour l'anniversaire du Congo pour les 50 ans de l'indépendance. Et il y avait le patron d'RTL là dans l'avion à l'époque qui m'avait dit enfin, ce que tu fais à l'RTBF c'est bien, viens le faire chez nous. Et en fait c'était juste avant le mariage de William et Kate et on avait beaucoup de choses à faire. Et je me dis oh là là, après tout, allons-y parce qu'il y a Place Royale. Et cette émission, j'étais pas complètement fan pour être honnête parce que je trouvais que c'était un peu vieillot dans la façon de le faire. Et j'avais pas vraiment envie de travailler avec Anne Quevrin pour être honnête, mais comme elle était partie, je me suis dit, pourquoi pas. Et ça a été une frustration parce que le temps où je suis resté là-bas, heureusement j'ai fait d'autres choses, mais j'ai essayé de faire bouger l'émission pour qu'elle soit un peu plus... Attention, quand je dis moderne, ça veut pas dire, ça va jamais devenir une émission de rap ou de rock, hein, c'est pas du tout ça l'idée, mais je trouvais qu'il y avait vraiment moyen, vous savez, dans le temps, il suffisait qu'ils montrent, je sais pas, la reine Paola qui va inaugurer une exposition de tulipes, et hop, ça faisait un reportage. Aujourd'hui, tout le monde s'en fiche, pour être honnête. Ça ne fonctionnerait plus, parce que les gens attendent autre chose. Et je pense que même quand on traite ce genre de sujet, on peut avoir une approche journalistique derrière, en fait. Poser des questions, essayer d'y répondre. Et à force de faire des conférences sur le sujet, je rencontre souvent beaucoup de monde, et des gens viennent tous me parler après, ce qui est très chouette d'ailleurs. Ils me disent, en fait, ils se posent aussi des questions. Il se fait qu'on est en royauté, donc le régime, il est comme ça. Donc, voilà. Moi, personnellement, je trouve que c'est plutôt un bon système. Parce que je trouve aussi qu'on est dans une époque où il n'y a plus de durée, en fait. C'est-à-dire qu'on est tellement dans une civilisation de l'immédiateté. On fait des stars très vite, qui disparaissent parfois très vite. On fait des concours, des talent shows, comme on dit, c'est The Voice, c'est machin, et tout. C'est machin, je ne devrais pas dire du mal, mais je ne dis même pas du mal, mais tous ces gens... En fait, faire une longue carrière, je ne sais pas, moi, comme dans le temps, une Barbara, un Brel pourrait le faire, que sais-je, ça devient vraiment compliqué aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai une passion pour la reine d'Angleterre, parce que je trouve génial, en fait, de pouvoir, même s'il y a des bonnes ou des mauvaises périodes, des périodes plus compliquées que d'autres, aujourd'hui, elle incarne comme ça une espèce de... Alors, elle ne sera pas là tout le temps, bien sûr, mais une espèce d'éternité entre guillemets, mais à l'échelle humaine. Et quand on va en Angleterre, ça je trouve qu'ils le font bien. Elle plaît autant aux anciens qu'aux jeunes. Il y a cette espèce de choses comme ça qui fédère un peu les générations. Et je trouve que ça, vraiment, c'est quelque chose qui manque, en fait. Cet argument de durée dans la société. Et ces personnages royaux sont bizarres, quand même, parce que ce sont les seuls que vous allez suivre de la naissance à la mort, en fait. C'est assez terrible, hein, parce que quand vous décidez de devenir acteur, je sais pas quoi, moi, chanteur ou que sais-je, vous devenez célèbre à un certain moment. Mais là, ils ont rien choisi. Et en fait, on les suit. Quand on a fait l'émission spéciale pour les 20 ans d'Elisabeth, c'est ça, dès qu'elle sort de l'Erasme, là, machin, il y a eu la conférence de presse, et puis après, comme ça va être comme ça, quoi qu'il advienne de ce pays, d'elle, de que je sais, mais jusqu'à son dernier souffle, il y aura toujours un intérêt par rapport au personnage. C'est assez étonnant, d'ailleurs. Ça doit être d'ailleurs une vie complètement insupportable, ou génial si on aime ça, j'en sais rien. Mais ce qui est quand même chouette, enfin moi je trouve qui est intéressant, c'est une notion de symbole au-dessus de l'État. Et là on parle de la Belgique, parce que nous on est une monarchie, c'est la même chose aux Pays-Bas, au Danemark, que sais-je. Et je me rends compte, comme j'ai ancré une partie de ma vie en Italie, par exemple, vous savez que la politique italienne est compliquée, c'est moins qu'on puisse dire, presque autant que la nôtre. Et ils ont un président, là, qui est une espèce de symbole aussi, qui n'est pas un roi, hein. Mais alors ils n'arrêtent pas de se disputer pour le président du conseil, les partis politiques et tout ça. Mais le président, il y a une espèce d'unanimité. Je ne sais pas si vous avez un peu suivi les choses récemment, mais il a été élu. Et de nouveau, le brave homme, il a 80 ans, il n'a qu'une seule envie, c'est d'aller planter ses tomates et qu'on les pêche. Il a dit non, restez s'il vous plaît. Et le précédent, Napolitano, il avait plus de 90 ans. Et même chose, on lui a aussi demandé de rester, parce qu'en fait, on a besoin d'un symbole comme ça, espèce de père de la patrie, ou mère de la patrie. Et je pense que la monarchie, elle apporte ça aussi, avec un petit côté glamour en plus, quand ça fonctionne. Oui, avec en plus, là, en Belgique, l'aspect unitaire. Finalement, le seul belge, c'est Philippe aujourd'hui, ou c'était un belge. Oui. Oula.
Non, On ouvre un débat, j'ai l'impression de faire une émission. Bon, allez. Moi, je suis plus européen que Une page belge. de pub et Je on me est sens heureux. plus européen que belge et plus bruxellois que belge. Alors Ah, que oui. je ne suis pas né à Bruxelles. Mais là, ce n'est pas On va l'objet ici. changer, on va changer. Alors, Oui, c'est bizarre. Intervieweur. alors, on va revenir, parce que ici, parce que Patrick Weber écrit, publie tellement et est tellement actif comme il l'a montré, que si on veut encore aborder deux ou trois points, il faut que je ne parle pas de mes convictions de quelque J'ai ordre très que envie ce de soit. répondre. Alors, il y a, vous avez évoqué cette pièce de théâtre, et je me souviens d'avoir été assisté à cette pièce de théâtre, et j'ai trouvé qu'il y avait là d'abord la salle était pleine, donc il y avait vraiment un intérêt pour ce type de représentation de l'histoire, qui est en quelque sorte un one-man show de Patrick Weber, Historique, oui. historique, qui raconte des épisodes de l'histoire de Belgique. Et même si le texte était écrit, même si il y a une part d'improvisation. Non, il y a une part d'improvisation. Une part d'improvisation Il y a une qui- partie du texte qui est Voilà. écrite, et l'autre, puisque les gens tirent au sort des sujets, j'avais préparé une vingtaine de sujets, les gens tirent au sort les sujets, et bon, je sais que je vais tomber sur un des 20 sujets, Bien sûr. Oui, mais je ne sais jamais ce que je vais raconter pendant la soirée. Et alors cette expérience-là, par rapport à l'expérience de la télévision dont vous avez parlé, où il faut répéter plusieurs fois, et aux médias de la radio, lequel est le plus complet? Moi j'ai eu l'impression que le théâtre présentait quand même une forme d'exhaustivité de la manière dont on peut raconter l'histoire et la faire aimer. Ah, je vais être honnête, enfin, la première, je suis rentré à la maison et j'étais comme un, je sais pas moi, comme un enfant qui attend au Père Noël ou je sais pas quoi, ou Saint-Nicolas, parce qu'on était en Belgique, et j'étais tellement excité, j'ai pas dormi. Après, en fait, j'ai trouvé ça très grisant et très... le contact avec les gens, c'est très chouette. Mais, il y a quand même un truc, quand on est vraiment sur une scène avec le public devant, c'est un truc auquel j'ai absolument pas pensé par rapport aux conférences, et les conférences, j'en ai faites avec parfois beaucoup de monde, mais on voit les gens. Et moi j'aime bien regarder les gens. Alors forcément, j'ai pas la vue qui porte quand il y a. Je me rappelle une fois une conférence en Anvers, il y avait 600 personnes et honnêtement, on voit pas les gens tout au bout. Mais j'aime bien regarder les gens et partager, échanger des regards. En fait, le spectacle, la salle est noire, il fait noir en fait. Enfin, c'est dingue. On a l'impression, on sent qu'il y a du monde, mais en même temps, on est quand même très seul sur scène et il faut parler pendant 2 heures, ce qui n'est pas un problème pour moi. mais malgré tout, après, il y a quand même un moment où je me dis, oula, c'est quand même très fatigant. Mais c'était une belle... Si jamais... Mais je vais leur recommencer, si jamais- je vais leur faire... La seule chose, vraiment, c'est pas plus compliqué que ça, c'est que après la radio, je me rends compte que... Enfin, bon, en plus, moi, c'est une émission pour le moment que je fais à Mons tous les jours. Donc, j'ai beau aimer notre beau pays, mais bon, en attendant, faire Bruxelles-Mons, Mons-Bruxelles tous les jours, j'avoue que je rentre sur les rotules le soir. Et on avait essayé de caler des dates du spectacle, mais je vais m'écrouler. En plus, je me lève tôt le matin, donc c'est pas possible. Mais Si jamais le spectacle reprend... on vous prévient. Allez-y, vraiment, c'est une expérience assez étonnante de revenir dans le monde réel et de quitter nos écrans virtuels, de quitter Ça fait du Internet. bien de temps en temps. Et ça fait un bien fou de se retrouver Ouais. avec du public dans une salle de théâtre pour parler et entendre parler d'histoire. Alors maintenant, il y a ça deux... s'appelle comment? Ça s'appelait de façon présomptueuse, mais c'est pas moi qui ai trouvé le titre. Je tiens à le dire. Patrick Weber rentre dans l'histoire. Parce que l'idée, c'était le jeu de mots avec rentrer dedans. Donc, parce que de temps en temps, parce que tous les sujets étaient un peu, alors gentiment, attention, quand je dis polémique, c'est pas de la grande polémique, mais malgré tout, pouvaient susciter un débat. Et voilà, style sur la reine Elisabeth, était-elle communiste? On a appelé la reine rouge. Pourquoi elle a fait ses voyages en Chine, en Union soviétique, ce qu'elle a voulu prouver, ce qu'elle a voulu montrer. Et bon, voilà, je répondais chaque fois à ces questions. Alors à l'époque, il y a eu 2 soirées, j'écrivais dans un article précédé d'une interview, je crois. Gageons que ces 2 soirées ne sont que le prélude à bien d'autres. Ah oui, mais il y en a Il eu. ne suffira pas de ces quelques heures pour épuiser la curiosité insatiable des explorateurs d'histoire que nous nous réjouissons déjà d'être pour ces 2 soirées. Et je gentil. trouve qu'il y a vraiment... Et puis paf, le Covid est arrivé. Et puis paf, voilà, et puis paf, le Covid. Alors, maintenant, il nous reste 2 sujets à aborder, 2 autres manières de raconter l'histoire. La première, c'est la bande dessinée. Écrire, donc Patrick Weber écrit les scénarios de bande dessinée. On a déjà évoqué Alix, on va y revenir. Donc des bandes dessinées qui mettent en scène des personnages que vous n'avez pas créés et qui appartiennent à un univers, la Rome antique, etc. Je ne l'ai pas fait beaucoup, ça. J'ai fait ça sur 3 personnes. Alix, de l'univers Jacques Martin, en fait. Oui, voilà. Alix, Lefranc et alors Loïs.
une série moins connue sous le règne de Louis XIV. Et alors, il y a cette série-ci, parue aux éditions Anspach, dans lequel il y a Bruxelles 43, Sourire 58, Léopoldville 60 et Innovation 67. Donc quatre dates et 4 événements, enfin 4 périodes de l'histoire de Belgique dont on a tous présent dans la mémoire, une sorte d'imagerie presque, en tout cas les personnes de ma génération, je n'ai pas vu en direct l'incendie d'Innovation, je n'ai pas été au Congo, je n'ai pas vu l'exposition de 58 malheureusement, et par contre j'en ai une image mentale que j'ai eu le sentiment de retrouver pour la première fois de manière presque idéale à travers un scénario de bande dessinée, à travers un roman graphique. Alors, qu'est-ce que... Pas un roman graphique. Non, non, à travers une... C'est vraiment une bande dessinée. Une bande dessinée. Je le dis parce que on est vraiment dans un format, ce qu'on appelle franco-belge en fait. Voilà, vous savez, avec ligne claire. Le bel album avec la ligne claire et un nombre de planches plus limité. Enfin, plus limité, on est quand même sur du 52 planches, donc on n'est pas sur du 44, donc il y a un peu plus d'ampleur et un format un peu à la Black et Mortimer. Voilà. Tout à fait. Et un dessin en ligne claire, un dessin réaliste, ligne claire, et qui... Alors, ma question c'est, d'abord, comment ces dates-là ont été choisies, comment la documentation et le travail s'organisent pour le scénariste d'abord, et puis comment le scénariste travaille avec le dessinateur. Eh ben, c'est très bizarre, parce que parfois on est super enthousiaste en se disant on va se lancer dans des projets qui vont fonctionner, les gens vont attendre cette série, et ça marche pas. Et ça m'est arrivé une ou deux fois, notamment un éditeur que j'aime beaucoup, qui est le Lombard. Et notamment, j'ai fait une série sur la Grèce antique, qui s'appelait Sparte, sur laquelle je fondais beaucoup d'espoir et qui n'a pas fonctionné. Et puis, une série qui a moyennement fonctionné sur l'Italie, justement. Mais bon, c'est parce que la collection s'était interrompue. Bref, et j'étais un peu frustré par rapport à ça. J'ai toujours lu beaucoup de bandes dessinées. Je lis les deux, en fait. Enfin, je lis plein de choses différentes. Mais c'est vrai que j'ai toujours gardé un attachement presque, je sais pas quoi, nostalgique par rapport à la bande dessinée. Et je trouve que c'est très belge aussi, une fois de plus. Et un jour, donc, Nicolas Anspach, qui à l'époque lançait sa maison d'édition, que je connaissais un peu, il avait critiqué des albums que j'avais faits. Je ne sais pas combien d'albums j'ai fait dans ma vie, j'ai dû faire une 50aine d'albums, un truc du genre. En fait, il est venu me voir et il m'a dit, on va faire un album sur l'exposition 58. Et en fait, je me suis dit, non. En fait, j'adore cette histoire, j'adore cette période. J'ai chez moi un morceau d'Atomium que j'ai acheté, qui est au mur et tout, donc je peux vous dire, je ne connaissais pas, mais mes parents m'en avaient parlé, des gens, et l'Atomium, je continue. Et puis, il y a une espèce de nostalgie comme ça, c'est la dernière fois que la Belgique a fait quelque chose de grand en tant que Belgique. Et je sais pas, voilà, ça m'a toujours parlé, cette histoire d'Atomium. Et alors, il a vraiment dû me convaincre, parce que je me suis dit, ça ne marchera pas, ça n'intéressera pas les gens. Et alors, vraiment, pour tout vous raconter, je veux dire, il était jeune et... Oui, il n'y a aucun souci, mais il était jeune éditeur, enfin jeune, il était éditeur, mais c'était au début dans la profession, et alors il m'a dit, on va aussi faire un financement participatif. Moi, honnêtement, vous savez, quand on va chercher de l'argent sur Internet pour financer un premier projet, j'ai dit non, j'ai déjà publié plein de livres dans ma vie, je ne vais pas aller demander aux gens des sous pour faire un album. Il me dit non, mais fais-moi confiance, j'y vais. Et en fait, pour finir, donc ça a un peu duré, et pour finir, j'ai dit oui, et on s'est lancé dans cette aventure, et je ne le regrette absolument pas. Je ne dis pas que tout est toujours simple, mais franchement, je ne le regrette pas, parce que d'abord, c'est un carton, ça fonctionne très très bien, donc vendre des livres et avoir rencontré un public à ce point-là, honnêtement, je ne m'y attendais absolument pas. C'est ce qui s'appelle un best-seller, donc c'est quand même, ça c'est... Et en fait, un best-seller dont on peut être fier. C'est-à-dire qu'au début, on a fait cet album-là, et la chose que je n'avais pas comprise, c'est que Internet, ça a quand même du bon aussi. Il ne faut pas toujours dire... C'est que les gens qui donnaient des sous pour créer le livre, pour nous permettre de le faire, se sont appropriés le projet, vraiment. Et non seulement approprier le projet en faisant, et c'est toujours chouette de la pub après, en disant « il est bien cet album, achetez-le, c'est bien », et ça c'est pas mal, le bouche à oreille ça fonctionne très bien, mais surtout, et ça pour moi en tant que scénariste c'était formidable, en apportant de la documentation, des anecdotes, des histoires familiales. Je vous jure, c'est incroyable. Pendant que j'écrivais, chaque fois on me disait « ma mère ceci, ma tante, machin », et chaque fois ça nourrissait. Et il y a plein de choses réelles dans tous ces albums, depuis le début,
Et chaque fois qu'on fait des séances de signature, Baudouin, qui est le dessinateur, en fait énormément. J'en fais beaucoup aussi, mais bon, moi, c'est un peu plus compliqué avec l'agenda, mais chaque fois que je peux, j'y vais. Et honnêtement, sur le Inno 67, le dernier, mais j'ai eu des gens qui pleuraient devant pendant que je... Et j'ai eu un monsieur qui est arrivé comme ça pour la première séance de signature que j'ai faite sur ce livre-là. Il est arrivé et il me dit « J'étais là ». Alors je le regarde sur mon petit calcul, je dis « Vous étiez là, mais... » tout petit. Alors il dit, j'étais dans le ventre de ma mère. Et il me dit, et elle me l'a toujours raconté, et je crois qu'il m'en est resté quelque chose. Et vous savez ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette histoire, et très émouvant aussi, c'est que, en fait, on a éveillé des souvenirs pour plein de gens. Et on a eu des couples qui se sont rencontrés à l'Expo 58. J'ai eu aussi quelqu'un qui a dit j'ai été conçu juste après une visite de mes parents à l'Expo 58, tant mieux pour vous. Et même des moments difficiles, parce que le Congo, par exemple, Léopoldville 60, passez-moi l'expression, c'était complètement casse-gueule. Hein. Je veux dire, ce qu'on pouvait écrire et dire il y a 10 ans et aujourd'hui, c'est devenu bien plus compliqué, quoi. Donc il faut vraiment peser chaque mot et tout. Et je me suis dit, zut, parce que l'histoire, s'il y a un truc que l'histoire et le temps et l'âge m'a appris, m'ont appris, c'est que l'histoire, elle n'est pas blanche, elle n'est pas noire, elle est grise, en fait. Il y a des tas de zones, de nuances et tout. Et on vit dans une époque maintenant où on refuse la nuance. Mais il y a toujours une nuance. Ce qui est en train de se passer en Russie, pour le moment, est tout à fait... En Ukraine, via la Russie, est tout à fait horrible. Historiquement, il y a des causes aussi. Donc, en fait, les choses sont toujours plus compliquées. Je ne suis pas du tout en train de défendre Poutine, qui vraiment devient complètement dingue. Mais c'est vrai que son discours, sur des bases historiques, peut, à certains moments, éveiller un écho chez certaines personnes. Ça n'est jamais aussi simple que ça, en fait. Et dans tous ces albums, on a vraiment essayé de le traiter comme ça. Au début, ça ne devait pas être une série. C'était ce qu'on appelle, en vilain français, un one-shot. On est censé faire un album. C'était 58. C'était 58. Le premier, c'était 58. Mais il a tellement bien marché, cet album, qu'on s'est dit, bon, on a notre héroïne, Kathleen. Elle a son âge. Elle est bien située dans une période de la Belgique, mais on va revisiter des moments de l'histoire récente de la Belgique. Donc, Léopoldville 60, c'était le deuxième. Puis on a fait Bruxelles 43, celui-ci, le troisième. Il y a, en fait, je ne l'ai pas cité, mais le livre qui me tient le plus à cœur, c'est le roman que j'écris sur ma grand-mère. Oui, mais il est sur base des recherches que j'ai fait pour mon roman, je m'en suis aussi inspiré pour cette, parce que j'ai fait vraiment beaucoup. Oui, peut-être un mot sur Maggie, alors, parce que comme l'heure tourne. Alors Maggie, c'est un roman, mais c'est un roman autobiographique d'une certaine manière, puisqu'il raconte ce personnage pour lequel vous aviez une admiration énorme. Je ne l'ai jamais connu. Hein. Et, mais justement, une admiration post-mortem d'écrivains, d'historiens et d'explorateurs de l'histoire. Ouais, en fait, on me demande toujours qu'est-ce que tu mets de toi dans tes livres. Et en fait, à la fois tout et rien. C'est-à-dire que vous ne trouverez rien de ma vie dedans, en fait. Aujourd'hui, c'est très à la mode et je respecte ça. Je ne suis pas en train de... Mais ce n'est pas mon truc du tout, du tout. L'autofiction, la fiction du nombril, commencer Ick and myself, c'est vraiment pas mon truc du style. Je me lève le matin, je prépare ma tasse de café, je regarde par la fenêtre et puis on fait 10 pages comme ça. Ça m'ennuie profondément. Mais bon, ça existe et c'est très à la mode et ça fait de très bonnes ventes, tant mieux pour eux. Mais moi, je ne peux pas, ça ne m'intéresse vraiment pas. Et je me suis dit... Il y aura un seul livre où je me mettrai vraiment, pas à nu, parce que c'est les gens avant moi, c'est mes parents et mes grands-parents, mais c'est celui-là. Et donc j'ai raconté l'histoire de cette femme qui était ma grand-mère, qui était anglaise, qui s'appelait Maggie Sorovitz, et qui était une femme dont je ne connaissais rien, sinon des photos et des récits qu'on m'avait fait. Et j'ai eu le malheur de perdre mes parents assez jeunes, donc... et un truc un peu bizarre, voilà, pour le coup, je raconte des trucs perso, mais tant pis. Mais en fait, j'ai pas de famille, donc tout le monde est mort chez moi. Donc c'est un peu bizarre, mais voilà, c'est comme ça. Tout le monde est mort, et tout le monde est mort de façon assez ramassée. Donc j'ai passé beaucoup de temps au cimetière en 2 ans. Et en fait, résultat, comme j'ai pas de frère, pas de sœur, pas d'oncle, pas de tante, pas de cousin, pas de cousine, rien, quoi, rien. Bon, j'ai une belle famille, ça va, il n'y a pas de souci, mais bon, de mon côté, il n'y avait plus rien ni personne. Je sais pas, je suis arrivé à un moment dans ma vie où j'ai voulu un peu recoller les pièces du puzzle. Surtout du côté de ma mère, du côté anglais. Et en fait, d'autant plus que, ça je le raconte dans le roman, mais qu'en fait cette dame s'est suicidée et que moi je suis né de ce suicide parce que ma mère a eu un choc hormonal et je suis né 9 mois après le suicide, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc c'est une histoire, en fait je me suis toujours dit je suis né grâce à cette femme, mais
grâce à un drame. Elle s'est jetée dans un étang et elle est morte. Et du coup, je suis allé en Angleterre, j'ai retrouvé son cousin, enfin le cousin de ma mère, enfin sinon il serait très très vieux, qui est malheureux, enfin que j'étais très content d'avoir retrouvé, qui est malheureusement mort quelques semaines après, mais j'ai quand même pu avoir une discussion avec lui, puis j'ai retrouvé une petite cousine, et j'ai une famille là-bas en Angleterre, bon c'est un peu lointain, mais on s'envoie des petits messages via Facebook et des choses comme ça. Comme j'ai dit à mon éditeur en rentrant le texte, je crois que j'ai fait un livre et tu m'as épargné une psychanalyse, donc c'est bien. Est-ce qu'on peut imaginer, fantasmer que tout le travail d'historien, d'écrivain de l'histoire qui a précédé, finalement, a pu déclencher cette psychanalyse littéraire d'une certaine manière? Parce que tu avais les instruments pour le faire, et finalement tu avais un sujet extraordinaire. J'ai procédé comme pour un livre comme ça qui me touche. Seulement, j'étais pas à Rome en 1938-39, mais oui, c'est ça. J'ai vraiment procédé comme pour un livre historique normal, sauf que c'était une petite histoire, c'était l'histoire de ma famille. Mais je dois quand même dire, parce que bon, les Anglais parfois peuvent un peu agacer, je suis le premier à le dire, mais ils ont un respect pour l'histoire. Et par exemple, quand j'essaie de retrouver la maison où ma mère avait un peu vécu d'ailleurs aussi, et en Angleterre, dans ce petit village près de Manchester, et en fait j'étais en taxi et c'était un chauffeur de taxi, quoi. Et alors, je lui raconte pourquoi je suis là et tout. Tout d'un coup, il s'est senti investi d'un truc. Il a arrêté son compteur et il m'a dit « On va trouver cette maison ». Et j'ai trouvé ça chouette. On l'a pas trouvée parce qu'elle a été démolie, malheureusement, parce qu'il y a une route qui passe là maintenant. Mais on a trouvé l'endroit où elle se situait. Et les autres maisons, comme c'est toutes des maisons identiques, hein, dans des petites cités-jardins anglaises, je me suis dit, voilà, elles devaient ressembler à ça. Et j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Et puis les comités d'histoire locale et tout. En Angleterre, il y a un grand respect pour l'histoire. Et même chose aussi pour les cimetières militaires. J'ai recherché les tombes de mon oncle qui était résistant, de mon grand-père qui était mort. C'est toute une galère pour trouver en Belgique, ici, ces cimetières. Vous ne savez pas où ils étaient. En Angleterre, on trouve tout de suite. Tout est bien répertorié, tout est classé. Je les admire pour ça, quand même s'ils ne m'agacent pas pour d'autres choses. J'aurais aimé qu'ils restent en Europe. Alors, malheureusement, je n'avais pas réimprimé le petit texte que j'avais écrit pour accompagner l'interview du livre à propos de Maggie, mais je suis sûr de me souvenir que je disais c'est un livre à lire, toutes affaires cessantes. Parce que c'est vrai que c'est un des livres les plus personnels, mais c'est un vrai roman, en fait. C'est ce que j'ai fait de mieux dans ma vie, ça c'est clair. C'est un vrai roman, et donc il y a beaucoup d'émotions à le lire. Hein. Le lecteur... Et à l'écrire aussi, je peux. Oui, ça oui. Alors, on revient encore un peu sur la bande dessinée avec une question. Est-ce que le fait... donc, j'ai eu le sentiment que pour la première fois, malgré que j'ai vu des images d'archives, des photographies, des extraits d'actualité, etc., pour la première fois dans un récit, qui est un récit donc redessiné, j'ai le sentiment d'avoir vraiment vécu chacun des 4 épisodes et d'avoir pu m'y immerger, ce que je n'aurais pas pu faire avec des images Belgavox ou avec des photos. Peut-être que j'aurais pu faire avec des articles ou un roman écrit sur le sujet. Alors, est-ce que c'est un sentiment que tu peux partager ? Et si oui ou sinon, qu'est-ce que ça t'inspire comme commentaire par rapport à ta démarche de scénariste de bande dessinée pour raconter l'histoire ? Ben, je pense que c'est surtout Baudouin, le dessinateur, qui devrait écouter ce joli compliment, parce qu'il fait un travail de recherche, de documentation qui est vraiment impressionnant. Je lui fournis des choses, mais je vais être honnête, pas tout. Et lui, c'est vraiment devenu pour lui un défi, en fait. Et il est vraiment furieux quand il fait des erreurs, ce qui arrive toujours. Hein. Mais en fait, ce qui fonctionne bien avec la fiction historique, c'est qu'on raconte des choses vraies. Par exemple, ici, il y a l'histoire du faux soir, et du soir volé, du coup, enfin, surtout le faux soir. Et en fait, avec des personnages qui sont des personnages de fiction, d'autant plus que là, ce sont des personnages auxquels on s'attache, puisqu'on les retrouve d'album en album, il y a quelque chose qui se crée au niveau de la connivence, et je trouve que par exemple, il y a une excellente série Viking sur Netflix qui raconte la saga Viking. Elle est franchement, surtout les premières saisons, très très bien cette série. C'est une autre période qui n'a rien à voir, qui m'a toujours intéressé. Eh bien, grâce à ces personnages, je trouve qu'on rentre vraiment dans un univers et on le comprend mieux. Et c'est ce que j'essaye de faire avec cette série, et aussi avec une certaine émotion. Là, je te dis, les recherches que j'avais faites pour Maggie,
m'ont servi beaucoup sur la vie au quotidien, parce que du coup, j'avais une génération de distance avec ma mère, puisqu'elle m'a eu tard. Et en fait, combien de fois, peut-être trop d'ailleurs, elle m'a raconté la guerre, elle m'a raconté les voisins qui avaient pris leur chat, qui l'avaient zigouillé parce qu'en faisant croire que c'était un lapin parce qu'ils avaient faim, tout bêtement. Le morceau de V1 qui était tombé dans le jardin. La petite copine juive qui s'est fait arrêter dans le tram quand elle allait à l'école, elle est dedans aussi. C'est aussi parce que c'est des souvenirs de famille, mais une fois de plus, pour 43 aussi, des gens m'ont raconté des histoires que j'ai pu mettre dans des histoires personnelles. Par exemple, je ne savais pas du tout le marché noir à Bruxelles, les rues qui étaient, les Allemands fermaient plus ou moins les yeux sur les rues où se faisait le marché noir, tout pas loin des Marolles et du palais de justice. C'est quand même, en fait, tout d'un coup, un univers qui reprend vie. Et je trouve que c'est ce qui rend vraiment les choses intéressantes. Et si tu le dis comme ça, oui, attachant, il faut qu'à la fin, quand le lecteur ferme l'album, il ait un peu l'impression d'avoir fait un voyage dans le temps. D'autant plus que le dessin ne peut pas mentir d'une certaine manière. Si tu dessines une rue, il faut que tout y soit, il faut que les trams y soient, il faut que les attitudes y soient, il faut que... Et c'est là où, effectivement, Baudouin de Ville a réussi à remettre du quotidien, comme tu viens de dire, dans la grande histoire, et en plus dans le souvenir immatériel qu'on en a, de par toutes les histoires qu'on nous a racontées. Mais par exemple, sur Léopoldville 60, il y a un monsieur qui travaille au Palais Royal, au service communication du Palais, avec qui j'ai plusieurs fois voyagé. Il est à la retraite maintenant, mais très sympathique. Et quand je lui ai dit qu'il avait adoré Bruxelles 58, Sourire 58, pardon, et puis quand je lui ai dit que j'écrivais Léopoldville 60, il m'a dit « Ah, mais moi, je viens du Congo, et alors, le jardin zoologique, allez oh !» En fait, il y avait un chimpanzé qui fumait dans la cage à l'entrée. Et je dis, à l'époque, tout le monde trouvait ça marrant de voir un chimpanzé qui fume. Ok, aujourd'hui, on ne ferait plus un truc pareil. Et alors j'ai dit, c'est quand même incroyable cette histoire. Et on a mis ce chimpanzé, dont j'ai oublié le prénom, je ne sais plus comment il s'appelait, Marcel ou un truc du genre. Et il est dans la BD. Et en fait, le nombre de gens qui sont venus, beaucoup de gens qui avaient vécu au Congo, qui ont acheté l'album, ont dit, et vous connaissez même l'histoire du chimpanzé qui fume. C'est pas moi directement, c'est grâce à un monsieur qui me l'a expliqué. Mais ça ne se trouve pas dans les grands livres d'histoire. Et je sais que parfois, tu disais petit bout de la lorgnette, bon. C'est pas une bonne expression. Non, parce que je sais que tu es gentil, tu dis voilà, oui. Mais parfois, parfois j'étais à des... Oh là là, je me rappelle un jour d'un salon du livre à Verdun, c'est pas l'endroit le plus drôle du monde, mais enfin bon, en plus il y avait une brume pas possible. Et alors, c'est le salon du livre d'histoire de Verdun. Et alors, ils avaient mis les gens sérieux, c'est-à-dire les universitaires qui avaient écrit les livres costauds et généralement illisibles, dans un coin, mais ils mangeaient bien, ils avaient une belle salle de restaurant et tout. Et nous, on nous a mis dans la cave parce qu'on était les joyeux rigolos qui avaient écrit des romans, des bandes dessinées, que sais-je. Je m'avais bien agacé cette histoire, en fait, parce que, en fait, fondamentalement, je trouve que c'est souvent... Moi, je trouve que les deux doivent vivre ensemble. Heureusement qu'ils sont là, qu'ils font leurs bouquins scientifiques, parce que moi, ça me permet de nourrir mes histoires. Et je trouve... Mais je crois que c'est un débat qui évolue. On parlera des magazines, c'est un peu ça l'idée aussi. Mais essayer de mêler les deux, quoi. Et, parce que c'est souvent avec ces genres de petites anecdotes qu'on fixe les choses et qu'après ça, les gens se souviennent. Moi, je sais quand je raconte, je sais pas quoi, moi, je dis n'importe quoi, je fais une conférence sur Louis XIV, j'en sais rien, et si je raconte les bobos de santé de Louis XIV, et il en a eu beaucoup tout au long de sa vie, tout d'un coup ça devient un être humain en fait. Ah ben oui, il a mal. Ah, moi aussi j'ai des hémorroïdes, Charles Quint, les hémorroïdes de Charles Quint, c'est un poème quoi. Mais ce type il passe sa vie sur son cheval, il va aux quatre coins de son empire, il n'y a pas Ryanair forcément, donc qu'est-ce qu'il fait et il a mal tout le temps, il souffre tout le temps. Du coup on le voit autrement, Charles Quint. Saint-Simon qui raconte les diverticules de Louis XIV. Tout à fait, c'est vraiment bon. Tout à fait. Mais donc je retire le petit bout de la lorgnette, mais en fait... Non, tu n'as pas le retiré. Il n'était pas péjoratif, c'est vraiment dire... Ah non, ne voilà, retire pas, je vais voir des détails... J'assume complètement ça. Non, j'assume. Alors, le principe c'est de commencer à l'heure et de terminer à l'heure, donc on est presque... Enfin, on va prendre un petit peu quelques minutes de plus pour parler de la revue Belgica, parce que une revue, d'abord une revue papier, une revue ça existe encore. Ça existe encore et ça il faut quand même le souligner, il faut quand même le dire, il faut le vanter, il faut en être fier. Mais alors l'idée de quel est l'objectif d'ajouter une revue à une production bibliographique comme celle-là? Quelle est la valeur ajoutée? Ça permet d'aborder des sujets qui ne pourraient pas l'être autrement, ou ça permet
de diversifier aussi les auteurs, les points de vue, parce qu'il y a ici des historiens, des universitaires qui écrivent des textes parfaitement abordables et lisibles, qui sont de la vraie belle vulgarisation avec une iconographie. Mais c'est béton en termes de... Et donc voilà, alors cette nouvelle aventure-là, comment c'est né et qu'est-ce que ça va devenir? Un seul numéro pour le moment. Oui, oui, oui. En fait, ce qu'on est en train de faire pour le moment, une conférence, au début, c'était pas du tout mon... Enfin, on m'a demandé d'en faire, mais je ne me suis pas levé un jour en disant je vais faire des conférences. Et j'en ai donné pas mal à l'Université des Aînés à Louvain et à Bruxelles. Et puis j'ai guidé un voyage aussi à Rome qui est vraiment, vous l'aurez compris, ma ville de cœur, que je connais bien, que j'ai envie de partager avec les gens. Et ce voyage ne m'a pas plu parce qu'en fait c'était un voyage enfin, bref, déjà préparé et moi j'étais là comme guide entre guillemets, mais c'est pas la façon dont je voulais découvrir Rome. Et j'avais dit, j'arrête, je ne fais plus ni de conférences ni de voyages. Et puis, j'ai rencontré une amie, Rosette, qui était juste à la retraite et qui m'a dit, enfin, c'est chouette ton idée de créer comme ça une espèce d'association autour de l'histoire. Et on a créé, il y a 8 ans maintenant, une association qui s'appelle le Club de l'Histoire. Dans laquelle on donne des cours, des conférences, on organise des voyages sur différents thèmes historiques, mais ça peut être très très large. Hein. Donc là, cette semaine, j'ai encore donné une conférence sur le Grand Tour en Italie, sur l'éducation, la bonne éducation qui voulait qu'on aille découvrir, non seulement l'Italie, mais la Grèce aussi. J'ai fait une conférence sur l'enfer de Dante il y a 2 semaines. Et là, maintenant, on a un voyage qui part à Venise bientôt, justement avec... cours d'italien le matin et l'après-midi des cours on se balade dans la ville, on découvre à la fois des œuvres d'art mais aussi l'art de vivre à la vénitienne. Bref, on a fait plein de choses avec ce salon, avec ce club, notamment le salon du livre d'histoire qu'on a fait à 4 reprises. Il y a un boulot de dingue et qui est aussi arrêté avec le Covid. Est-ce qu'il va reprendre? Est-ce qu'il est envisagé qu'il reprenne le Club de l'Histoire? Alors, si tu as envie de te lancer dedans... Non. Vraiment. J'ai énormément de demandes. Les gens ont adoré ce salon. J'ai passé... Mais j'y ai vraiment fait plein de cheveux gris. Et c'est épuisant. Alors, en plus, je ne le fais pas pour gagner de l'argent. Mais on n'a pas perdu, heureusement. Quoique la dernière année, on a un peu perdu quand même. Mais en fait, c'est très compliqué dans cette ville d'organiser une manifestation de ce genre-là. Parce qu'on est dans un pays compliqué, je le dis, on est ensemble, de dire parce qu'il y a la région, il y a la ville, il y a machin. Ah oui, mais si c'est la région, il faut que ça soit bilingue. Ah oui, mais s'il y a la ville, alors c'est la région, on ne veut pas. Et honnêtement, c'était vraiment épuisant. Ça m'embête, c'était un succès public, les gens étaient là, les auteurs étaient là. Je veux dire, les conférences avaient un succès dingue. Tout s'est vraiment bien passé. Et en fait, si on trouve un partenaire, comme on a ici pour Belgica d'ailleurs, si on trouve un partenaire qui dit « Allez, on y va », moi je veux bien remettre ma force de travail pour ce qui est d'animer, comme tu fais maintenant, les conférences, aller chercher les auteurs et faire tous ces genres de choses. Mais vraiment, la salle, la sécurité, les billets de Thalys, le truc, tout ça, je n'ai pas le temps en fait. Voilà. Je n'ai pas le temps et honnêtement, c'est risqué au niveau financier. Aujourd'hui, la première année, on avait les attentats de Paris, donc tous les auteurs ne voulaient plus venir. J'ai dû appeler tous ces auteurs les uns après les autres en leur disant au Cordenberg, s'il vous plaît, venez, parce que sinon ils ont gagné. Si, sous prétexte que des dingues sont allés mitrailler les gens dans la rue, vous n'allez pas venir parler de culture à Bruxelles. Oui, mais si le train explose, mais non, le train n'explosera pas, venez. Et je t'assure, cette journée-là était des pires journées. Alors, ça aurait pu être pire si j'avais été au Bataclan, hein, mais je dis, franchement, je n'oublierai jamais cette journée. Et après ça, parfois, c'est le genre de... C'est comme si tu organises un spectacle en plein air et que tout d'un coup, il se met à pleuvoir le jour du spectacle. Et donc, en fait, on a fait plein de choses avec ce club de l'histoire. On continue. Vous êtes d'ailleurs les bienvenus. Je fais un peu de pub entre-temps. Oui, mais tout ça sur le site... Et en fait, il y a juste une fois de plus, avant le Covid, j'avais été rencontrer un éditeur en France que je ne connaissais pas et qui faisait des magazines sur Versailles, sur Paris, et des très beaux magazines comme ça, grand format, beau papier et tout. Et je lui disais, ce serait quand même bien de faire un magazine sur la Belgique. Alors, nous, on n'a pas financièrement, avec notre petite ASBL, les reins assez solides pour supporter ce magazine, mais est-ce que vous ne croyez pas que ce serait une bonne idée ? Et alors il a fait des comptes, et il a dit non, la Belgique c'est trop petit et tout. Bon, d'accord. Mais je comprends pourquoi il le dit. En plus, la Belgique,
c'est compliqué, les régions, est-ce qu'il faut faire plutôt Bruxelles, la Wallonie, et puis est-ce que les Liégeois vont pas nous se péter, enfin bon, bref. Et donc on a laissé passer l'idée. Et en période de Covid, je crois que le monsieur il a pris sa retraite, il s'ennuyait un petit peu, et il me dit tiens, on a créé un magazine sur la Corse, il est d'origine corse, et un autre sur la Nouvelle-France, sur Québec, et sur le Québec. Et du coup, il s'est rappelé que la Belgique existait, merci, et il me téléphone et il me dit ah, vous ne pensez pas qu'on pourrait quand même essayer de relancer le projet? Il me dit moi, je m'occuperai vraiment de l'aspect fabrication, l'imprimerie et tout ça, et vous vous occupez du contenu. Et en fait, ça s'est très très bien passé. Donc vraiment, il a parfaitement rempli son contrat. Nous aussi, on a dû constituer une équipe. L'idée, c'était vraiment donc de créer un magazine à périodicité très lente. Hein. Là, c'est un semestriel, donc des 2 fois par an. Alors, idéalement, il devrait paraître 4 fois par an, mais bon, on verra. Et donc, on a créé une équipe avec des professeurs d'université, de différentes universités, en essayant de les mettre tous autour de la table, UCL, l'ULB, mais surtout Louvain et Liège aussi. Et l'idée aussi, c'est que je me rends compte, pas quand je suis face à des gens cultivés comme vous, bien sûr, mais quand même, honnêtement, les gens, parfois, ils me disent « Ah oui, mais ça, c'est quand la Belgique a été envahie par les Autrichiens. » On n'a jamais été envahi par les Autrichiens. On a été Autrichiens. Oui, mais alors là, on a été envahi par les Espagnols. Mais non, on n'a jamais été envahi par les Espagnols. On est tombé dans... Et même chose pour... En fait, on a été envahi par les Allemands et les Français, c'est tout. Mais sinon, reste du temps, on est passé d'une corbeille à l'autre en fonction des mariages, des héritages. Et du coup, notre histoire, elle est compliquée. Allez expliquer à des jeunes qu'on a été français, bourguignon, espagnol, autrichien, néerlandais. Mais pourquoi et pourquoi en Belgique on a été espagnol? C'est complètement... Mais bon, si on comprend les choses, et si on comprend l'histoire de notre pays, elle est passionnante. Hein. C'est un roman, quoi. Un véritable roman. Mais il faut remettre toutes les pièces du puzzle ensemble. Donc moi j'ai dit, ok, si on fait une revue où dans chaque numéro, on parle de la Belgique antique, de la Belgique médiévale, renaissante, de la période classique, de l'indépendance et des périodes plus contemporaines, la période française aussi. Et donc on est parti sur cette base avec un premier dossier justement sur le 19e et sur cette révolution belge. Le deuxième numéro paraît au mois de mars et ce sera sur la Seconde Guerre mondiale et sur justement avec cette année charnière qui est 42, l'année vraiment de basculement dans la Seconde Guerre mondiale. Le troisième numéro, on est en train de le préparer, ce sera sur la Renaissance en Belgique avec l'âge d'or des ducs de Bourgogne. Et donc voilà, on est disponible en librairie et par abonnement aussi. Pas dans toutes les librairies parce qu'on n'a pas un tirage gigantesque. Mais je dois reconnaître que le premier numéro, on se demandait un peu, on n'a pas les chiffres définitifs, mais on a vendu, ce qui est pas mal en mise en place, on a vendu environ 60% de la mise en place, ce qui est bien. Et aussi, on a eu pas mal d'abonnements. Aujourd'hui, on a eu le premier abonnement d'un Hollandais. Mais sur nous, il revient. On ne sait jamais ce qui peut se passer. On a reçu ça aujourd'hui, je me dis, ah mais tiens, voilà. C'est un abonnement donc, ING. Voilà. Et c'est vraiment, c'est ça. Et c'est vraiment une affaire de passionnés, parce que tout le monde est bénévole dans ça. Mais l'idée, c'est qu'on voulait avoir à la fois des articles de bonne tenue scientifique, mais d'avoir une belle iconographie aussi. Parce que c'est une... Les Flamands, j'aime bien cette expression, c'est le Tafelboek, ou alors le Coffee Table Book, comme disent les Anglais. Mais d'avoir une revue, en plus elle n'est pas grande, on peut la conserver avec un dos carré, elle est sympa, et se replonger dedans. En plus, comme les articles sont quand même fouillés, et qu'on a le temps pour les lire, l'idée c'est de la prendre, se replonger dedans, et une fois de plus de voyager dans le temps. Et alors, il y a beaucoup de sujets dont on pourrait reparler dans chacun des numéros, j'imagine dans le prochain aussi. Mais ici, par exemple, il y a la mort d'Albert Ier qui est évoquée par un médecin légiste, et donc qui raconte un peu ça. Il y a donc un reportage assez incroyable sur les relations belgo-allemandes au XXe siècle dans des musées valises, des valises dans lesquelles se trouvent des objets qui racontent la manière dont Allemands et Belges ont cohabité pendant l'occupation. Et le médecin légiste, pour ceux qui écoutent mon émission à la radio, c'est Philippe Boxot, qui est
notre médecin légiste, quand il est arrivé la première fois, pour la première émission, il faut savoir que je suis un peu hypochondriaque et que j'ai un gros problème avec toutes ces choses. J'ai beau avoir écrit des polars, tuer n'est pas vraiment ma spécialité. Donc, il m'a tendu la main, à l'époque ça se faisait pour dire bonjour, et alors j'ai une réaction de recul comme ça. Alors il me dit « Ah, tu as un problème ?» Je dis « Écoute, enfin, on s'est très vite tutoyé. » Je dis l'idée de penser que tu découpes des cadavres du matin au soir, j'avoue, me pose un petit problème. Mais bon, et alors il est revenu la semaine d'après et il a ouvert son ordinateur et dit « Je te montre mon matériel de travail. » J'ai vu ça, j'avoue que... Alors maintenant, c'est vraiment devenu un ami très cher parce qu'en plus, quand le Covid nous est tombé dessus, c'est le seul médecin que j'avais dans l'équipe. Malheureusement, un médecin légiste. Et alors j'ai dit, mais en fait, on va quand même pas faire peur aux gens. En plus, il me dit, mais t'inquiète, moi je suis médecin aussi, je suis médecin légiste, mais je suis médecin. Et il nous a vraiment accompagnés pendant toute la pandémie, et surtout au début, pendant le premier confinement, tous les jours sur antenne, à donner des conseils aux gens. Je trouve de parfait bon sens. Moi, en plus, il m'a vraiment fait du bien, parce que moi, j'avais vraiment pas bien. J'ai failli plusieurs fois arrêter, parce que je trouvais que le stress, et on a un collègue qui est mort très vite, dès la 2e semaine, ça a été vraiment pénible de chez pénible, et en fait, et du coup, c'est devenu un ami, et il fait partie, du coup, à la fois du Club de l'Histoire, parce qu'il a déjà donné plusieurs conférences. Là, il en a donné une sur la mort de Napoléon récemment. Là, il en donne une bientôt sur le Saint-Suaire de Turin, en expliquant un peu, justement, comment a pu se développer tout cet imaginaire autour du Saint-Suaire. Et là-dedans, notamment, cette fameuse mort d'Albert Ier, qui reste un peu... Moi, je ne crois pas, enfin, qui reste un peu mystérieuse. De toute façon, les personnages célèbres, quand ils meurent d'une façon inattendue, ça devient... c'est louche, hein, que ce soit Diana, que ce soit Grèce, que ce soit Astrid, que ce soit Albert Ier. Voilà, quoi. Mais bon, tout le monde ne meurt pas dans son lit à 99 ans. Alors je propose qu'on arrête cette... Vous avez compris que Patrick... Et bavard. Pendant plusieurs heures. Enfin, la convention avec nos hôtes de la bibliothèque des Riches-Clairs pour les coups de midi. J'aurais dû commencer l'émission en disant « Chers amis des Riches-Clairs, bonjour », comme le faisait Jacques de Decker depuis 22 ans. Je n'ai jamais fait une séquence sans citer son nom, donc je le fais en fin de parcours cette fois-ci. Merci à Patrick Weber et merci à vous d'être venu un vendredi soir. Et donc, il y a des rendez-vous évidemment au mois de mars avec la revue Belgica. Il y a des rendez-vous avec la bande dessinée, avec l'histoire. Et alors, Maggie, effectivement, je vous recommande vraiment de lire si vous voulez connaître un peu mieux la personnalité de... Si. Oui, et donc voilà, et si vous voulez entendre Patrick Weber parler de Maggie, vous pouvez aller sur mon site, il y a une très longue interview de Patrick où il évoque le travail qu'il a effectué, ce travail d'analyse finalement sur son histoire à lui. Et donc je vous recommande vraiment, toutes affaires cessantes, de tout arrêter, de rentrer chez vous, de lire des livres d'histoire. Allez manger un petit bout avant. Merci beaucoup à vous, merci Patrick. Merci à vous.